Chapitre 2. La veille du départ. Fragment d'écriture. 17 décembre 2023. Ce matin-là, elle s'éveilla en sursaut, à 4h04 du matin. À court d'haleine. Une angoisse sourde lui barre la gorge. Ce n'était pas la première fois qu'elle goûtait cette sensation. Mais ce matin-là, la barre était d'un métal lourd. Brisant le silence, le cri d'un choucas fit écho à ses craintes. La respiration d'Eugène était régulière et rassurante. Sa main noueuse, posée délicatement sous sa joue droite. Le front lisse, à peine quelques ridules au coin des yeux. Le souffle de Célina était court, elle manquait d'air, et ce goût métallique dans la bouche, dans la gorge. La fenêtre laissait glisser à l'intérieur de la chambre une brise fraîche et la lueur des premiers rayons de mai. Une atmosphère faussement paisible qui ajoutait encore un peu plus de poids sur ses épaules et sa poitrine. Elle glissa les pieds hors du lit, referma délicatement l'épaisse couverture et sortit à pas de loup dans la cour. Il faisait déjà jour, mais la lune était toujours là. Un mince croissant dans le bleu pâle du ciel. Un cri rauque, insistant. Le choucas encore. Un cri long qui laisse une trace. La fraîcheur de la nuit. Ses pieds nus dans l'herbe humide. Une araignée lui court le long de la jambe. L'air pénètre à peine dans ses poumons. Sa gorge est trop serrée. Des mains l'enserrent. Elle sait que quelque chose de terrible est arrivé. Elle le sait aux signes qui imprègnent son corps. Elle a appris à les reconnaître, ils sont ancrés en elle. Elle les porte depuis longtemps. Des bribes d'un rêve qu'elle a fait cette nuit-là lui reviennent. Quand elle pénètre là-haut, là-bas, elle devient proie. Ululement, bruissement de mauvais augure, elle court à bout de souffle, elle court là-haut, là-bas. Quand elle pénètre là-haut, là-bas, elle devient proie. Là-haut, un univers étrange et étouffant. Un filtre de lumière, légèrement doré. Derrière un massif épais et sombre, une étendue de campanules sauvages, où virevoltent des libellules caloptéris. Un secret y est enfoui depuis 4 générations. Traumatisme. Étouffement. Un bruit assourdissant la ramène ici et maintenant. Un bruit de plus en plus insistant, tonitruant. Un bruit de moteur d'avion proche, très proche, trop proche, perce ses tympans. Sous son poids, son corps glisse, ses genoux s'enfoncent dans la terre et tout autour d'elle s'obscurcit. J'ai été chez ma grand-mère ici, voilà. Il y a un avion qui arrive comme ça et qui vient tourner et qui repart par là avec la fumée aux fesses, c'est le cas de le dire. Alors tout le monde est parti là-bas sur le dessus et en arrivant, on voyait les flammes. C'était un avion anglais. La veille de 40, le 10 mai 40, c'était ça. Bon. Et le lendemain, les Allemands arrivaient. Fragment d'écriture. 30 avril 2024. Depuis ce matin de mai, où les bruits de la guerre sont parvenus jusqu'à Sompton, tout a changé. D'un coup. Il n'y a plus de lumière dans les yeux de leur maman, si pétillant et aimant encore la veille. Elle a l'air hagard, elle est diaphane, absente, presque transparente. Elle compte ses mots, elle parle bas, en point de suspension. C'est comme si ces mots étaient enfouis sous d'épais gravats. Elle a toujours sa robe de nuit de la veille et un peu de terre aux genoux. C'est Émile qui l'a trouvée dans la cour. Il s'est précipité dans ses bras, mais ils étaient froids. Et ils n'ont pas bougé pour l'enlacer. Il a enfoncé son nez et ses joues dans le creux de son cou, et une larme a coulé lentement de ses yeux acajou. Ils sont restés comme ça, jusqu'à ce que la larme sèche
et forme un mince sillon de sel sur sa joue. Ils sont rentrés dans la cuisine. Elle a préparé des œufs et il a beurré des tartines. Eugène s'est levé quelques minutes plus tard. Il avait le teint brouillé et les mains chiffonnées. Tu ne te souviens pas qui t'a raconté l'histoire de Célina, si c'était ton papa ou... Si, c'est papy. Oui. Et il disait quoi? Mais il n'en parlait pas beaucoup. Il disait qu'elle avait disparu, oui. Et elle a voulu rester chez elle pour les animaux. Pourquoi? Et pour les animaux qu'ils avaient eux Oui, ou son ils avaient papa? quelques animaux. Hum. Et elle s'occupait des animaux, des enfants et des animaux, pardon. Moi, c'est ce que papy a C'est ce que papy raconté. t'avait dit. Et alors qu'elle avait dit à son mari, donc, à mon papa Eugène, de conduire les enfants bien à l'abri. Et puis alors qu'il reviendra la chercher par après. Oui. C'est bizarre quand même. Oui. Parce que... Ouais. Ça n'a pas beaucoup de sens. Non. Mais il n'aimait pas en parler, il n'aimait pas trop en parler. Qui, papy? Papy. Il ne disait pas grand-chose, quoi. Je sais pas, il savait pas non plus. Tu vois? Ouais. Et Peut-être qu'il s'est interrogé aussi pourquoi... mais tout le monde s'est toujours interrogé, tu vois? Bah, disons que bon papa, il a toujours été quand même bouleversé avec ça. Bon papa, tu veux dire Eugène. Eugène? Oui. Oui, c'était mon papa, Mmh mh. lui. Oui, l'autre, on n'a pas connu. Donc, il a toujours été quand même bouleversé. Je sais pas pourquoi je dis ça d'ailleurs, mais c'est vrai, il a toujours... Oui, c'est papa qui disait ça, il a toujours été choqué de perdre sa femme sans savoir où elle était, de pas l'avoir retrouvée. Il s'est toujours posé des tas de questions quand même, quoi. Bah oui, c'est normal. Oui, et il y a toujours eu, comment est-ce que je vais dire ça? Je vais pas dire du chagrin, mais parce qu'il ne montrait pas non plus, hein. Bon, mon grand-père, c'est une personne qui a beaucoup compté pour moi, donc j'ai passé beaucoup, beaucoup de temps avec, de promenades, de plein de choses, mais jamais, jamais il ne m'a parlé de ma grand-mère disparue, donc on n'a jamais abordé ce sujet-là avec lui. Et tu sentais que c'était comme qu'il fallait pas en parler, quoi. Je ne dirais pas que c'était tabou, mais voilà, on n'en parlait pas. Il y a personne ne posait de questions, et surtout pas moi, parce que je me voyais mal lui poser ces questions-là. Elle aurait pu partir avec eux. Ah oui. Elle a peut-être pas la force morale. Je crois qu'elle n'a pas la force morale de partir. C'était un peu ce que ton papa te disait, quoi. Non, c'est ce que moi j'imagine. Elle n'avait pas la force de partir. Peut-être parce qu'elle était déjà dépressive. Et ce qui me touche très fort, c'est que je ne sais pas si elle était uniquement dépressive ou si elle était aussi maniaco-dépressive. Ça, je n'en sais absolument rien. Je me demande si, je ne sais pas, enfin, je suis pas sûre, si elle faisait pas quand même un peu de, pas dire de la dépression, mais comment est-ce qu'on dirait ça? Maman m'a dit ça aussi. Oui. Il ne disait pas comme ça dans le temps, je sais pas. Peut-être un peu mélancolique ou... Oui, ouais. un genre de truc comme ça. Bah, maman, elle m'a carrément dit que c'était c'était peut-être pour pour ça qu'elle n'était pas partie. Ben voilà. Tu penses peut-être aussi que c'est possible? Oui. Mmh. C'est ce qu'on nous a fait raconter, c'est beaucoup dire, mais Ouais, que tu as vaguement entendu, quoi. ouais. Et comme tu me dis qu'elle avait perdu les frères et sœurs et puis sa maman, peut-être que déjà malgré tout. Donc c'est le grand-père qui a raconté ça, et mon père, et puis ça s'est transmis, qu'elle ne voulait pas, non, 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 elle ne voulait pas laisser les bêtes comme ça, les bêtes vont mourir, alors, enfin bon, ou alors il y a eu autre chose, tu vois, que le grand-père, euh,
ne l'aimait plus, ou je ne sais pas moi, ou il s'est passé quelque chose, quand se serait fait violer, que le grand-père, je ne sais pas ou que le grand-père aurait été voir ailleurs, c'est ça. Il y a plein de trucs tout autour de ça qui sont pas clairs. Bah, il y a quand même les enfants, Ouais, parce non, que mais ne pas le suivre lui, c'est une chose, mais ne pas oui, oui, enfin, c'est ça, abandonner, c'est c'est presque compliqué. un abandon des enfants, quoi, hein. Mmh. Euh, Par rapport aux bêtes, t'es bête que tes enfants, c'est bizarre, quoi. Mmh. Il y a quelque chose qui Qui ne ne colle semble pas pas. clair. Ouais. Ouais. Ou alors, les Allemands, je sais pas comment ça s'est fait, moi. Je ne sais pas. C'était toujours un peu tabou de parler avec ça. Papa ne disait jamais rien, hein, mon père, ton grand-père ne disait jamais rien de tout ça. On ne parlait pas, c'était tabou. Avec le frère de mon papa, on a fait des balades ensemble avec la voiture. On allait un peu poser des questions et tout ça à Saint-Mitton et tout. Et puis alors, ben oui, et lui se tracassait de ça aussi, de savoir ce que sa maman était devenue, tu vois. Et ça, moi, j'ai vécu un peu ça. J'ai ressenti qu'il était au manque de sa maman, tu vois. Et alors, ben oui, on passait en désordre dans Sompton, ben oui, elle a pu être, et je dis, et ma grand-mère, Léon, je dis, elle dit, on sait pas. Mon père, il était toujours en quête de sa mère, hein. Mmh. Papa avait aussi contacté ceux qui font les pendules et tout ça, tu sais, qui Mmh. savent. Et ils avaient dit que pour eux, ils la voyaient morte le long de la petite chapelle qu'il y avait le long de la route qu'elle est en France. Oui. Il y avait un chemin là et qu'elle était morte là, peut-être avec les bombardements ou je ne sais pas, ou les Allemands en sauvant. Je t'avais montré le papier qu'il y en avait un qui disait qu'il avait vu encore. Un bout de papier déchiré et un mot écrit à la main nous dit ceci: Je sous-signé Jacques Firmin, domicilié à Sompton, rue Honoré Berne, numéro 43, certifie par la présente avoir vu Madame Évrard, née Célina Nicolas, sur le pas de la porte de son habitation, quand nous avons été dans le village avec les 2 éclaireurs allemands, le dimanche 12 mai 1940, ainsi que les 2 jours suivants.